L'objet en fait de ma présentation, c'est essayer de vous montrer en fait quelles sont toutes les incitations possibles. Enfin, en tout cas, j'ai limité à 2 incitations, 2 papiers qui ont été assez importants pour justifier en fait pourquoi le consommateur va dévoiler ses informations personnelles. Et la première chose que je vais vous essayer de vous montrer en fait, c'est le paradoxe de la privacy. Vous allez voir que tout le monde en fait est dans ce même dilemme. La première chose qu'on pense quand on pense à la vie privée, en tout cas dans les dévoilements des informations personnelles, c'est lorsque, par exemple, vous allez sur un site quelconque pour choisir des chaussures et que vous retrouvez en fait sur un site qui est complètement indépendant du site sur lequel vous allez choisir vos chaussures, et bien finalement sur une barrière publicitaire, exactement la même chaussure, proposée sur le site que vous visitez d'informations par exemple. Donc derrière cette idée, donc, il y a effectivement un transfert grâce aux cookies de vos informations et de vos préférences individuelles. Donc c'est fondamental du point de vue économique, c'est de connaître en fait la préférence du consommateur. Alors pourquoi c'est très important ? Alors, avant, je reviens sur qu'est-ce qu'on entend par information personnelle. Donc, il y a la loi de 2004 qui définit, qui définit les informations personnelles. Elle est un peu longue. La seule chose qu'il faudra retenir, donc pour nous, en tout cas pour cet exposé-là, ce sont toutes les données qui nous permettent à la fois de nous identifier, donc comme les données nominatives, mais ainsi que des données connexes. Et on voit que c'est très important sur le numérique parce que des données qui n'ont rien à voir finalement avec notre nom, notamment par exemple une date de naissance ou un code postal, permettent tout de suite de pouvoir retrouver la personne et donc de revenir finalement à une donnée numérique. Donc par exemple l'IP, on s'est posé longtemps cette question-là et puis après on s'est rendu compte que c'était aussi une donnée personnelle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vais vous introduire en fait un des concepts, ça sera le seul point vraiment économique, mais un des concepts importants, donc c'est la disposition à payer. Donc la disposition à payer, c'est de savoir combien une personne, donc quelle est la préférence d'un individu pour un objet particulier. Donc là, dans les deux cas, on voit que le capitaine Haddock a une préférence pour un mug pour 2 €, alors que Tintin a une préférence pour 5 € pour un mug. L'idée derrière, c'est que l'entreprise, elle veut connaître cette préférence-là. Parce que si elle tarifie pour Haddock un prix à 1 €, il est évident que si elle tarifie à 3 €, comme Haddock n'a une préférence que pour 2 €, il ne paiera que 2 €, il ne va pas acheter ce bien. Donc l'entreprise n'a aucun intérêt. Donc son objectif à elle, c'est de trouver exactement le prix maximum auquel on est prêt à payer. Donc ça revient au même ici, on voit qu'on a des préférences pour des objets différents. Donc pour un verre de whisky, le capitaine Haddock aura par exemple 10 € de préférence. Et donc là aussi, l'entreprise, son objectif, c'est de trouver systématiquement son prix de réserve, donc sa disposition à payer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant le déduire beaucoup plus facilement avec Internet, puisque avec toutes les informations qu'on peut récolter sur nous, on peut avoir donc finalement de tracer et arriver au maximum des préférences. D'ailleurs, pour l'anecdote, à un moment, Amazon, au début des années 2000, avait trouvé une technique, donc ça s'appelle de la discrimination par les prix, très astucieuse, c'est-à-dire que pour les clients fidèles, ils tarifaient plus haut leurs préférences. Donc par exemple, ceux qui avaient une préférence pour les livres de science-fiction, eh bien, les tarifaient beaucoup plus, enfin, le tarif était très élevé parce qu'ils savaient que de toute manière leur disposition à payer, comme on l'a montré, était beaucoup plus importante, alors que ceux qui aimaient les romans, par exemple, eh bien, le prix pour les livres de science-fiction, pour eux, était très bas. Donc il y avait une discrimination grâce justement au fait qu'avec leur historique d'achat, on connaissait exactement quelles étaient leurs dispositions à payer. Tout ça pour dire en fait qu'il y a une étude qui a été menée en 2005 et qui est très intéressante parce que c'est exactement dans les... Mince, oui, elle passe pas très bien. Cette étude en fait a été menée donc, par Acquisition en 2005 et son intérêt est la suivante, c'est qu'il nous explique qu'il y a une différence donc, entre notre disposition à dévoiler nos informations personnelles, c'est-à-dire à combien on est prêt à vendre nos informations et combien cette même information personnelle, on est prêt à la protéger. Et donc, il a intitulé son article parce qu'il a trouvé un truc assez intéressant, c'est que, par exemple, une personne est capable de vendre ses informations personnelles, en l'occurrence le nombre de partenaires sexuels, pour simplement 25 centimes. Et le paradoxe de la privacy se trouve entre l'écart entre le fait, et donc ça, c'est à mon avis, on est tous dans ce cas-là, le fait qu'on va vouloir vendre nos informations, parce qu'on les possède, beaucoup plus cher qu'on voudra les protéger. Donc, par exemple, il y a une personne qui accepte de vendre l'information sur son nombre de partenaires sexuels à 15 €, alors qu'il voudra la protéger uniquement pour 5 €. Donc ça, c'est un premier paradoxe donc de la privacy, de montrer en fait comment les données et comment ces données personnelles, eh bien, on ne va pas vouloir les protéger. Et on se retrouve tout dans ce même cas, c'est-à-dire que est-ce que tout le monde va prendre le temps nécessaire pour faire attention qu'il n'ait pas de malware sur son ordinateur ? Est-ce qu'il va payer un antivirus ?
ou est-ce qu'il va prendre un gratuit, est-ce qu'il va le mettre à jour régulièrement, et alors qu'on est tous d'accord que ces informations sont assez importantes. Dans un deuxième camp, donc les deux études suivantes, je vais montrer en fait comment on va dévoiler ces informations. Quelles pourraient être les possibilités, pourquoi un consommateur va être amené à dévoiler ses informations personnelles. Donc là, en fait, c'était donc le New York Times a fait une très bonne synthèse sur les nouveaux dispositifs de Facebook. Donc on a tous su qu'en 2009-2010, il y a eu beaucoup de scandales parce que Facebook dévoilait beaucoup d'informations personnelles. Et donc Facebook s'est dit, eh bien, on va permettre aux utilisateurs de davantage contrôler leurs informations personnelles. Donc on voit très bien que cette fois-ci, on peut structurer de sorte que, eh bien, on les dévoile soit à tout le réseau, soit à notre réseau d'amis, etc. Donc il y a une granularité très précise. Et de l'autre côté, sur les chartes, pardon, ça c'est un exemple, sur les chartes de privacy, donc on voit que de 2005 à 2010, de la même manière, donc là ça a été fait sur la charte de privacy américaine, mais la charte de privacy française, elle est identique, bon, à part le nombre de mots qui va changer, mais c'est la proportion qui est pareille, puisque c'est simplement une traduction en fait. Et donc on voit qu'en 2005, il y avait 1000 mots, et en 2010, il y avait 5830 mots. Donc l'idée derrière, c'est qu'on se dit tous que, eh bien, si on a une charte qui est plus exhaustive, eh bien, forcément, on sera forcément mieux protégé. On peut mieux contrôler nos informations personnelles. Et puis en plus, eh bien, on a une charte de privacy qui est plus exhaustive. Alors il se trouve qu'en 1975, une psychologue sociale avait fait une expérience assez intéressante. Elle est allée sur un lieu de travail et elle est allée proposer à deux groupes. Un premier groupe, elle leur propose une loterie, elle leur donne le choix des billets qu'ils souhaitent acheter. Donc le billet coûtait 1 €. Et un deuxième groupe, cette fois-ci, elle leur impose un billet. Ensuite, elle revient vers chacun des groupes et elle leur dit, écoutez, il y a des personnes qui ont absolument envie de participer aussi à la loterie. Malheureusement, il n'y a plus de billets. Est-ce que vous êtes prêts à leur vendre ou pas votre billet? Eh bien, quand les personnes ont choisi le billet, il y en a 37% qui vont refuser, 19% quand le billet est imposé vont refuser. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui acceptent quand le billet est imposé de vendre leur billet, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est au niveau du prix. Quand on possède le billet, qu'on l'a choisi, alors qu'il coûtait 1 € au départ, on va le revendre 8,9 €. Alors que dans un deuxième cas, quand on n'a pas choisi le billet, il n'y a quasiment pas d'écart, puisqu'on le revend à 1,9 €. Et donc elle introduit ce qu'on appelle donc l'illusion du contrôle. C'est le fait qu'on ait choisi eh bien, un billet. Donc il y a une histoire un peu magique derrière, en tout cas dans l'esprit du consommateur et de l'utilisateur. Le fait qu'on ait choisi le billet nous donne l'impression qu'on va avoir une probabilité de gain supérieure, alors qu'évidemment les probabilités de gain entre le billet choisi et le billet qu'on nous a imposé est absolument identique. Donc pour travailler sur les réseaux sociaux, donc un Américain, donc Acquisty, en 2009, a reproduit cette même expérience, mais cette fois-ci appliquée aux réseaux sociaux. Il a construit, donc il a fait deux groupes, donc il a fait deux expériences. Les deux expériences sont à peu près identiques, la modalité est légèrement différente, donc je vais juste vous expliquer la première. Donc dans la première expérience, il va choisir deux groupes d'étudiants. Il leur explique qu'il va monter un site internet, donc un réseau social de son université, pour son université, pardon. Ils ont un questionnaire de 30 questions auxquelles ils doivent répondre ou ils peuvent ne pas répondre. Dans le premier cas, c'est la seule chose qu'il y a comme information. Dans un deuxième cas, donc c'est-à-dire pour le deuxième groupe, il leur explique qu'en fait, que ce n'est pas eux qui ont la maîtrise du profil, mais c'est le chercheur qui va construire leur profil, qui va construire le profil des utilisateurs. Et il constate qu'en fait, que quand les utilisateurs contrôlent finalement les informations, qu'on leur dit qu'ils contrôlent en tout cas, eh bien il y a 80% qui vont répondre, le taux de réponse aux 30 questions est de 81%, alors que quand ils n'ont pas de contrôle, quand ils pensent ne pas de contrôle parce qu'il est délégué et que les informations sont centralisées par un chercheur, le taux de réponse tombe à 74%. Il reproduit cette expérience un peu plus complexe et même si y a la variation est moins importante, mais ça reste toujours dans cette idée que même sur les réseaux sociaux, donc cette idée d'illusion du contrôle est très importante. Là, donc, ce sont les questions qu'il a posées. Donc, par exemple, le nom, on voit que par exemple le bleu, c'est quand on a le contrôle, et le rouge correspond au fait que les utilisateurs ont une perte de contrôle sur les informations. Donc il a fait sur des questions qui vont du sensible, toujours en fait, quand on travaille sur la vie privée, on passe de questions sensibles à plus intrusives.
Donc la deuxième expérience, en tout cas les deuxièmes cadres importants pour justifier le fait ou expliquer le fait qu'on puisse donner des informations personnelles. J'ai deux exemples. Donc par exemple les applications sur Facebook. On va sur une application assez ludique. Donc Facebook maintenant nous informe des informations qui sont dévoilées. Donc le nom, la photo, etc. J'ai pris ensuite une extension sur Google Chrome. Cette extension, en fait, quand on écoute Deezer, elle permet en fait de mettre la musique sur MSN, d'expliquer le morceau qu'on écoute sur MSN. Mais ce qui est important, c'est de voir les données qui sont en fait collectées. Et ici, en fait, on voit que toutes les données en fait possibles et imaginables qui sont présentes sur votre ordinateur peuvent être divulguées eh bien, à la personne qui a fait au développeur de l'application, donc de ces deux extensions. On est bien d'accord, les deux extensions sont des extensions assez ludiques, il n'y a rien de sérieux dedans. Donc John a fait une expérience aussi en 2009, et donc il a fait deux questionnaires. Donc le premier questionnaire, c'est, donc on voit le cadre, c'est donc l'université Carnegie Mellon, et donc il pose aussi des questions plus ou moins intrusives. Donc là, il y a une sélection d'articles, donc est-ce que vous avez déjà fumé de la marijuana, et est-ce que vous avez déjà triché, et il reproduit cette expérience, cette fois-ci, dans un cadre beaucoup plus amusant, puisque cette fois-ci, l'expérience, c'est combien tu es méchant. Et donc, il reprend exactement les mêmes questions. Et l'idée, c'est de voir, finalement, est-ce qu'il va y avoir une différence? Est-ce que le consommateur va davantage révéler d'informations personnelles ou ça va être identique selon le cadre? Et il se trouve, je pense que ça ne va pas vous surprendre, que eh bien, dans le cadre où eh bien, c'est quelque chose de ludique, eh bien, on a davantage tendance à dévoiler nos informations personnelles. Ce qui l'a énormément marqué, c'est de voir notamment, est-ce que vous utilisez un sextoy, et de voir que quand c'est sérieux, il y a 8,6% de personnes qui vont donner cette information, contre, donc ça double, donc c'est une information ultra sensible, eh bien, il va y avoir 16,7% qui vont donner ces informations dans un esprit, enfin quand c'est ludique, donc quand il y a moins d'importance. Donc, en guise de conclusion, la question qui se pose à travers toutes ces méthodes auxquelles on est confronté régulièrement, donc de cette exposition de soi et de voir comment ces informations personnelles peuvent être divulguées, comment on accepte aussi nous-mêmes de les divulguer, soit pour des raisons monétaires, soit parce que c'est un jeu, donc parce que c'était ludique, donc par rapport à un cadre d'expérience, ou tout simplement parce qu'il y a une illusion du contrôle et qu'on croit maîtriser nos informations et que finalement on se retrouve à ne pas autant que ça les maîtriser, puisqu'on ne sait absolument rien de l'exploitation qui va être faite des données. On nous dit simplement qu'on peut, par exemple sur Facebook, avoir un certain contrôle de ces utilisations. La question du point de vue économique, c'est de savoir est-ce que ça va être positif ou pas pour le consommateur. Alors évidemment, il y a une partie des économistes qui vont considérer, donc j'ai sélectionné, il y a évidemment, le débat est beaucoup plus vaste, hein. J'ai pris les deux points qui me paraissaient un peu plus saillants. Donc un des points de vue était le point positif, par exemple, c'était qu'évidemment on est tous contents d'avoir une offre qui est assez profilée derrière, donc parce qu'on a un gain de temps, etc. Puisque de toute manière, personne ne se rend compte finalement que notre disposition à payer va être totalement récupérée. Donc ça, c'est un point qui n'est pas pris en compte. Et le deuxième point, c'est le point négatif. Celui-ci aussi, on ne s'en rend pas compte. En fait, en économie, donc, il y a le côté d'externalité négative, c'est-à-dire que sur un marché particulier, donc, eh bien, les informations qui vont être recueillies, par exemple, je ne sais pas, on va chez Nicolas, on a une carte de fidélité, et donc on voit qu'on achète tous les jours beaucoup de vin. Si cette information se retrouve sur le marché, pour Nicolas, c'est très bien, et sur tous les autres concurrents de Nicolas, c'est une information excellente, puisqu'il y aura probablement des rabais, des ristournes, etc. Donc c'est plutôt positif pour le consommateur. Mais de l'autre côté, si cette même information se retrouve sur le marché du travail, donc que votre employeur récupère aussi ces données, parce qu'elles sont collectées, parce que c'est centralisé, on voit à quel point ça peut être plutôt, cette fois-ci, négatif.